Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis particulièrement honorée d'accueillir mon invité et eux. Je suis un peu intimidée aussi. Bonjour Marie-Claude Bamsel. Bonjour Marine. Pas besoin de longue présentation, beaucoup de nos auditeurs te connaissent. D'ailleurs, tu es la première de mes invités avec une page Wikipédia, c'est quand même un peu la classe. Mais pour les plus jeunes, je vais faire un petit résumé de ta longue carrière. Marie-Claude, tu es sortie d'Alfort en 69, à une époque où les amphis étaient beaucoup plus masculins qu'aujourd'hui. Tu as exercé un petit peu en rural notamment, avant de partir en Centrafrique. Tu reviendras en France quelques temps après, où tu feras un stage aux Eaux de Vincennes. Puis il y aura le Jardin des Plantes de Paris, où tu dirigeras la ménagerie pendant plusieurs années. Tu y travailleras entre autres au contact des grands singes, et notamment de Nénette, cette femelle orang-outan que les petits Parisiens comme moi ont tous vue à la ménagerie, et qui a eu aussi sa page Wikipédia, j'ai vu ça hier. Mais tu t'es aussi battue pour améliorer les conditions de vie des animaux en captivité. Tu as également été professeur émérite au Musée national d'histoire naturelle. Au cours de ta carrière, tu as été une vétérinaire très médiatisée, beaucoup de reportages, de la télé, de la radio, les grosses têtes, je crois. Tu as aussi inspiré la vocation de nombreux confrères et consoeurs. Hélène Villaroya le dit dans l'épisode 19 de Veto Micro. En tout cas, de tout ce que j'ai pu lire ou écouter sur toi ces derniers jours pour préparer cette interview, il y a deux choses qui reviennent tout le temps. La crinière de lionne. Alors, je confirme à nos auditeurs que tu as une chevelure bouclée et volumineuse. Et une sacrée bonne femme, politiquement incorrecte aussi, j'ai pu lire, ce qui a probablement quelque chose à voir avec le fait d'être une femme qui dit ce qu'elle pense dans un monde d'hommes. On y reviendra, j'espère. En tout cas, comme je te le disais au début, je suis très honorée de cette interview. Les auditeurs vont être contents puisque l'idée vient d'eux. Ton nom avait notamment été glissé dans la boîte à idées du dernier congrès à VAC. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Mais c'est un plaisir que d'être invité par mes confrères. Ça me fait toujours plaisir d'en voir, y compris les plus jeunes, parce que notre métier est désormais tellement éloigné du mien que je suis toujours un peu étonnée. Bon, et tant mieux alors. Alors je vais commencer par une question institutionnelle de Veto Micro. Comment tu en es venu au métier de vétérinaire ? Je suis devenue vétérinaire, j'allais dire, par refuge d'une famille plus qu'excentrique. Mon père était un amateur d'art très éclairé. Il détestait le sport et il a donc tenu un magasin d'articles de sport. C'est pour présenter le personnage. Ma mère m'a donné comme notion le travail obsessionnel. Je suis une très grande travailleuse. Elle n'a jamais travaillé et elle faisait en fait partie d'une association de nature et naturisme. C'était une obsédée de l'écologie avant l'heure. On en parlera sans doute. J'ai vécu dans la nature, à coucher par terre dans tous les pays du monde. Ah oui. C'était son idée fixe. Ensuite, j'ai eu derrière une éducation, une tendance anarchiste qui se levait quand il y avait de la guerre, par exemple. Alors, je ne pense pas ce qui se passerait maintenant à la télévision. Il n'y avait pas de télévision à ce moment-là pratiquement, mais au cinéma. Elle était immense, tout en noir. Elle avait perdu son fils et elle hurlait stade cochon, salaud. Elle s'asseyait quand il y avait la Marseillaise, etc., etc. Pour un enfant, ça n'est pas facile à admettre. Tout le long du lycée de jeunes filles de Versailles, où j'ai vécu avec elle pratiquement, parce que ma mère avait tendance à nous oublier, elle ouvrait les portes quand nous passions en rang serré, blouse beige, blouse rose, jupe plissée, soquette au lycée, jeune fille de Versailles, et elle hurlait « à mort, anarchie » et tout. Finalement, j'ai tourné la tête pour ne pas la voir. J'avais un autre côté de la famille qui était de la bourgeoisie 16e, qui m'emmenait prendre le thé partout, dans tous les salons les plus chics du Bois de Boulogne, dans tous les grands restaurants. Je buvais les rince-doigts parce que je croyais que c'était ça qu'il fallait faire, c'était même pas volontaire, etc., etc.
toute cette famille avec une nounou bourguignonne qui disait mais c'est pas possible de vivre comme ça, un frère aîné qui avait du mal à me supporter et une petite sœur qui a 12 ans de différence que je n'ai pas élevée mais que ma mère m'a abandonnée. Elle aimait bien abandonner ses enfants dès qu'elle a eu 4-5 ans. C'était beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, je vivais beaucoup dans la nature. Et la chance pour moi, c'est que j'ai découvert là à la fois l'art, la beauté que m'expliquait mon père dans les musées, car surtout à cette époque, quand on se lève au petit matin, qu'on a dormi sous une tente, qu'on voit le jour se lever, moi j'ai vu à cette époque, ça existait encore, des cerfs, des chevreuils, je ramassais toutes sortes de hannetons, j'ai dû en martyriser, je courais dans les mares, je prenais des grenouilles, je faisais des élevages de têtards, etc., etc. Je ramenais ça, tout ça chez moi, sans je reconnaître Combron, j'habitais pourtant à Versailles, hein. Par ailleurs, j'avais des corbeaux que je dénichais, j'ai honte maintenant, que j'élevais, j'en ai élevé plusieurs pour me venger des voisins, parce que je le trouvais pas avenant, qui allaient puis dépiquer les poireaux, qui venaient avec moi à l'école, puis ensuite au lycée. Ils savaient à peine voler. J'avais au milieu de ça aussi tous les chats de ma mère, les chiens, elle avait 3 chiens, 7 chats, et j'avais également une chouette que j'avais fait glisser sous le parquet de mes parents. Et le reste du temps, tout ce monde-là rentrait dans ma chambre et j'expliquais aux uns et aux autres qu'ils devaient s'entendre. Je crois finalement que j'avais vu trop de dessins animés. J'étais une sorte de Blanche-Neige quand on l'envoie dans la forêt. Donc la chambre, c'était déjà la ménagerie du jardin des plantes. C'était déjà ma petite ménagerie. Il me manquait les nains, il me manquait effectivement le jardin des plantes. Mais c'est comme ça que je voyais la vie. Et je parlais en continu aux animaux. Je leur expliquais que c'est pas comme ça qu'il fallait qu'on vive, que les hommes étaient fous, qu'eux étaient raisonnables, et qu'en conséquence, nous devions tous nous entendre. Ça n'a pas terriblement marché. Donc c'est une vie quand même en ville, pourtant en région parisienne, mais qui est très proche de la nature finalement. Voilà, parce que c'est un autre monde que je vous décris. J'étais au Chesnay, proche de Versailles, éminemment bourgeois. Mais derrière chez moi, il y avait des pépinières encore. Donc même quand j'étais chez moi, je descendais. Il y a même eu des champs, nous glanions des pommes de terre au Chesnay à cette époque. Dans les années, je suis né en 46, j'avais 10 ans, c'est 50, 60. Vous imaginez, ça allait très vite. Donc automatiquement, j'avais un contact avec la nature. Puis tous ces animaux que j'élevais, aux grandes dames de mon frère avec qui je ne m'entendais pas du tout, voletaient partout, lui piquaient ses papiers, tout était ouvert complètement. Il allait lui piquer tous les papiers qu'il avait fait pour son brevet, toutes ses révisions, tout ça voltait complètement. Ma mère hurlait parce qu'il piquait les couverts. Mon père à ce moment-là me ramenait une vipère ou une couleuvre qu'il avait ramenée parce qu'il partageait avec moi ce goût de la nature, enfin des animaux spéciaux. Donc oui, j'avais vraiment une petite ménagerie. J'ai donc été d'abord évidemment à l'école communale laïque obligatoire, toute la partie laïque plus tard. Ma grand-mère également était institutrice laïque, je l'avais oublié elle, et j'étais dans sa classe. Et c'était encore l'époque où on donnait des coups de règles si on n'était pas très bien. Et elle était assez adepte de cela. Bon, j'ai eu la chance ou la malchance, je savais lire dès l'âge de 5 ans, 4-5 ans même, donc j'ai sauté le cours élémentaire, je suis arrivé directement chez elle en CE1, et je n'ai pas toujours apprécié ma grand-mère qui me disait, c'est pas parce que je suis ta grand-mère, tu dois au contraire montrer l'exemple. Ça n'a pas été toujours simple. Bon, passons rapidement sur l'école élémentaire. Je suis arrivé avec 2 ans d'avance parce que j'avais sauté une autre classe. À cette époque, on n'avait pas le droit, donc j'ai redoublé pour pouvoir passer en 6e, où on passait à un concours pour entrer en 6e à ce moment-là, et où je me suis retrouvé au lycée de jeunes filles de Versailles, où là, ce n'était plus du tout la même chose, où donc, comme je l'ai dit précédemment, il fallait avoir la blouse, les jupes bleu marine, fallait être très discipliné, dire bonjour madame, on faisait de la couture, on faisait de l'art ménager, on oubliait. Oh mon Dieu. On prenait, alors, obligation de faire du latin, bien entendu. C'était un milieu extrêmement catholique. Bon, moi, j'oscillais entre les deux, je m'arrangeais, je disais aux copines, oui, bien sûr, j'y crois, je ne savais que dire. J'avais envie de leur dire, je sais pas trop ce qu'il faut penser. Quand de temps en temps, elles me demandaient, parce que c'était vraiment très résolument conservateur encore, si je croyais en Dieu, je disais, oui, ça existe, quelque part, là-haut. Pour moi, en fait, c'était dans la nature. Pour elle, c'était le Christ, mais peu importe. Nous nous y débrouillions très bien. Bon, j'ai eu beaucoup d'amis, ça se
très bien passé, je ne me plains pas du tout. Et je suis arrivé donc en terminale où on m'a dit, que voulez-vous faire? Et j'ai dit, je sais pas, ou toiletteuse d'animaux. La dame me regardait, j'ai dit, ce serait mieux quand même vétérinaire. Et la conseillère d'orientation me répond, mais mademoiselle, vous n'y pensez pas, c'est un métier salissant. Je lui dis, je comprends pas ce que vous voulez dire. C'est un métier salissant. Je dis, oui, il y aura de la merde. Elle est partie offusquée. Je pense que j'ai eu une épouvantable note. Et ma mère a dit, t'iras. Si ça t'amuse, vas-y. Mais donc une mère qui finalement a un côté un peu féministe parce qu'elle se dit que le fait d'être une fille Ma mère m'a toujours dit, tu es une fille, tu dois te battre, même à cette époque. Elle me reprochait d'un côté, puisque je n'avais que 17 mois avec mon frère, d'avoir dû interrompre les études de mathématiques haut niveau qu'elle faisait, parce que 2 enfants c'est très tôt, donc elle m'en voulait un peu, mais à travers moi, par contre, c'est vrai qu'elle donnait beaucoup de conseils. Tu dois toujours te battre 2 fois plus que les autres. J'ai doublé mon frère, d'ailleurs, en passant. J'ai passé le bac en même temps que lui, alors qu'il était plus vieux de 17 mois. Ça l'a aidé parce qu'à cette époque, on pouvait tricher. Il n'était pas très doué. Il n'était pas très loin de moi, je lui filais les résultats, même si on s'entendait pas. Ma sœur, elle était plus éloignée, plus protégée par ma mère qui, entre-temps, avait vieilli. Mais moi, effectivement, grâce à ma mère, j'ai eu accès à beaucoup de choses auxquelles j'aurais renoncé. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé de t'en dissuader par le simple fait que tu étais une fille? Dans ma famille, on ne m'a pas tellement dissuadé, exception faite de mon grand-père, qui était donc un homme de culture, mon père et grand-père, et qui avait encore cette obsession des filles qu'il fallait marier. D'accord. Et j'étais la première de tous ces petits-enfants, et il m'a dit, c'est dommage, parce que j'avais en vue pour toi un petit bistrot près de Toulouse, un charmant jeune homme qui t'attendait. J'ai dit, il m'attendra parce que j'avais pas l'intention. En plus, je suis pas fanatique du vin. Parce que pour moi, le bistrot, on buvait, ce qui n'était sans doute pas le cas. Mais il a renoncé aussi, je peux pas dire. Tout le monde s'est dit, dans ma famille, pratiquement tout le monde fait du droit. Tout le monde s'est dit, elle est là, il faut l'accepter. Et quand même, soyons honnêtes, chez les hommes, c'était de toute façon, c'est une fille. Elle abandonnera et elle se mariera. Et ils ont même regardé, elles ont dit, oui, il aura beaucoup de maris, de bons maris. Je suis donc arrivée à Alfort, je reviens à Alfort, tout pétri de tout cela. Et je me suis dit, il y aura sans doute pas beaucoup de filles. Paradoxalement, je suis rentrée en 65, c'était la première année où il y avait exceptionnellement une fille pour 12 garçons. Là, 2 ans avant, il y avait seulement une fille pour 30 garçons. Donc nous étions 12, d'autant que je me souvienne, c'était déjà énorme. Donc on était quand même contente. On est arrivé un peu affolés, on s'est évidemment un petit peu groupés, mais on a été instantanément bisutés, car il y avait à cette époque-là... C'est ce que j'allais te demander, c'est comment se passait l'intégration à cette époque-là? À cette époque-là, elle était dure. Le bizutage était encore très, très dur. Il y avait, je ne sais pas ce que vous avez fait, vous, la jeune génération, il y avait toutes les marches en canard, on avait des fouets au-dessus. Non, moi j'ai connu beaucoup moins que ça. Moi, je suis sortie en 2011, c'était déjà très bisounours, je pense. C'était assez porté sur le sexe automatiquement. Les filles, la question, moi j'ai eu une éducation littéraire par ailleurs, du côté de cette tante anarchiste qui me faisait lire tout et absolument. Donc je savais beaucoup de choses en littérature, mais la première chose qu'on nous demandait, c'est montre-moi, on nous mettait sur des estrades, montre-moi tes lunules, qui sont les petites de la main. Ça et beaucoup de plus. filles, et elles se faisaient insulter. On nous appelait salopes. Tout le monde, filles et garçons. Oui, ça aussi, ça j'ai connu, mais en off, dans les coulisses. On était, nous, affiliés à des garçons qu'on devait servir le matin au petit déjeuner à la cité. Nous n'avions pas le droit de loger à la cité à cette époque. Donc, fallait se lever très tôt. Moi, j'ai refusé instantanément. On m'a menacé de 1001 tourments. J'ai dit, je verrai bien à la fin, mais je sers pas. Ça, je veux bien faire toutes les conneries là dans la cour, mais je suis pas au service d'un mec. J'ai pas été habitué comme ça.
Il n'y a pas eu, en fait, plus de réprimandes que ça. Après, bon, il y avait des garçons qui étaient avec des zizis affublés. Il fallait qu'ils ouvrent, qu'ils fassent l'exhibitionnisme. Beaucoup de nus, quoi. Avec le truc de coq. Enfin, j'ai trouvé que c'était une période assez désagréable qui a duré assez longtemps. Assez longtemps, c'est-à-dire ça durait combien de temps ces brimades? D'autant que je me souviens une dizaine de jours, 15 jours, ce qui est assez long à mes yeux, parce que c'était vraiment des réprimandes. Ouais. Fallait toujours s'abaisser. Puis, vu mon éducation, je n'étais pas habitué à m'abaisser comme ça. Je pense que personne n'est vraiment habitué. Ensuite, il y a eu une très grande fête, genre frayeur dans le noir, avec l'apparition des 4e années, magnifiques et tout, et nous coucher Faux par incendie terre, aussi, non? Non, vous avez pas eu ça? Pardon? Faux incendie. J'ai entendu parler de ça. Il faisait comme si l'amphidanate était incendié, non? Non, je me rappelle pas de ça, moi. Mais ceci étant, un certain nombre, d'ailleurs, paradoxalement, de garçons et quelques filles se sont plaints. Donc, les bizutages ont été écourtés. D'accord. Et nous sommes une promotion qui, en 69, ne vont pas bisuter les autres non plus. On l'a pas bisuté, nous, la promotion qui rentrait quand nous sommes sortis en 69. D'accord. Parce qu'on n'avait pas trouvé ça tellement attrayant. D'accord, ok. Après, bon, ça, chacun son avis. J'ai pas trouvé que ça m'incorporait, personnellement. Mais justement, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que tu crois que ça dit de notre construction de vétérinaire ou du moins à cette époque, cette espèce d'intégration un petit peu dure? C'est-à-dire qu'à cette époque, c'était des écoles, bon, très, très fermées, très éloignées des universités, parce que les grandes écoles à cette époque n'avaient pratiquement aucun contact avec les universités. Par exemple, quand on passait le concours vétérinaire, point. Il n'y avait pas d'agro, il n'y avait pas de facilité par la fac, etc. Donc, on était très fermés et on devait être fier, paraît-il. Non, je le suis fier d'être vétérinaire, mais j'avais pas besoin qu'on me le prouve par des brimades. C'était l'idée de nous incorporer. D'une profession corporative. Voilà, oui. Ouais. En plus, je me suis aperçu assez vite que ceux qui avaient brimé, je ne les ai jamais revus. C'était pas forcément des gens tellement attrayants. Sincèrement, j'ai eu l'impression que pour beaucoup, c'était un défouloir. Peut-être je me trompe, peut-être c'est un ressenti. Mais je n'ai pas eu l'impression d'une intégration vis-à-vis du bizutage. C'était déjà difficile pour nous, les filles, qui étions certes plus nombreuses qu'avant, mais quand même assez disséminées dans la promotion. Ça ne nous a pas spécialement rapprochés. Et du coup, on avait, pour certaines, je me souviens de 2 d'entre elles, presque peur. Bien sûr. C'était pas simple. Il y a même un garçon qui a été plus ou moins conduit au suicide. On a eu des suicides dans notre promo. Pas en première année, mais dans plusieurs, c'était une période assez difficile, parce que bon, faut bien comprendre que le monde était très hiérarchisé à cette époque et les contacts. Vous, évidemment, vous avez tous les réseaux sociaux avec les inconvénients et les avantages, mais là il y avait rien, on était isolés, on sortait de prépa où ça avait été quand même très difficile parce qu'il n'y a pas de secret, tout le monde en travaille en prépa, sinon on n'y arrive pas. Bon, le concours est stressant. On arrive là, c'est vrai que c'était pas facile. Voilà, moi j'en garde ce souvenir personnellement. Donc j'ai démarré les études vétérinaires. Bon, et là. Comment c'était Alfort à la fin des années 60 au niveau enseignement? Alors l'enseignement c'est très simple, c'était du mandarinat absolu. Nous avions des cours en amphi très longs où on dessinait encore sur le tableau. Par exemple, moi alors. J'aurais voulu être un artiste, non, heureusement, mais j'ai très peu de dextérité manuelle. Et on m'envoyait systématiquement au tableau pour faire les dessins d'anatomie et tout. Mais j'ai connu anatomie à la craie, sur les vieux tableaux de l'amphidanate. Toi aussi, tu vois, alors, ça c'est bien. Moi, j'étais désespérée complètement, mais bon. Donc moi, j'ai pas validé un partiel parce que j'arrive pas à dessiner non plus. Je passais au rattrapage à chaque fois parce que je savais pas dessiner. C'est affreux. Alors, je me suis d'ailleurs rapproché d'un de mes collègues à ce moment-là, Jean-Luc Berthier, avec qui je suis toujours ami, qui m'aidait, qui essayait de me donner des cours de dessin. Beaucoup de gens, parce que j'ai une facilité à pleurer excessive. Je suis une larmoyante volontiers. Ça m'a aidé dans les études, parce que chaque fois, j'en ai rien à faire qu'une fille pleure, mais qu'au bout d'un moment, quand les larmes et tout, qu'il y en a partout, on finissait par me dire, bon, allez hop, vous avez la moyenne, foutez le camp, je n'en peux plus.
Donc, vous imaginez au tableau et tout, c'était pas ça. Sinon, c'était des cours vraiment autocratiques, enfin tels que je les conçois actuellement. Ils défilaient comme ça. Bon, il y avait l'appel systématique de tous les élèves. On signait pour être sûr qu'on soit là. Évidemment, personne ne pouvait surveiller. On signait les uns pour les autres. On se baladait. Je me doute. Oui, évidemment, on avait quand même institué tout un système classique dans les études. Donc, j'en garde pas un mauvais souvenir. Simplement, le début était extrêmement théorique les 2 premières années. Je ne sais pas pour ta promotion. Oui, pour tout à fait, actuellement. pareil. C'est resté. Et je m'ennuyais un peu parce que moi, évidemment, je voulais palper de la bête toujours. Enfin, il n'y a pas que moi, mais moi qui avais été tellement habitué à ça. J'étais en CTU à Sceaux et ensuite j'étais dans une maison à Alfort, dans un sous-sol, je me souviens. Et bon, je m'ennuyais fort, donc je rentrais souvent à Versailles voir comment se portait ma ménagerie. Ma mère avait laissé échapper les pigeons. De toute façon, elle m'avait dit, si tu les revois quand tu reviendras, j'aurais préparé ma boîte de petits pois et peut-être que je te les aurais cuisinés. C'était pour montrer qu'elle était quand même lassée de mes excès. Mes corbeaux s'étaient égayés. J'ai trouvé qu'ils étaient pas sympas. Bon, mais je retrouvais des chats, des chiens, des animaux quand même. Et puis j'ai surtout commencé assez vite à faire des remplacements. D'accord. Alors, je m'étais dit, bon, tu es une citadine du lycée de jeunes filles de Versailles. On me disait, sachez que vous êtes l'élite de la France, parce que Versailles, c'est le centre de la France. C'était aussi toute la journée comme ça, Versailles. Je me suis dit, il faut donc que tu ailles voir la campagne. Telle Marie-Antoinette au champ, je me suis dit, il est temps de partir à la campagne. Et je suis partie faire ce qu'on appelle de la picouse. Oui. C'est-à-dire, vous connaissez la aussi pique, la profilo, oui. Voilà, pour la J'en ai fait aussi. Ah bon, brucellose et tuberculose, vous continuez toujours à faire ça? Alors, les protocoles actuels, oui, je pense, oui, brucellose et tuberculose. Voilà, je pense que la tuberculose a été quand même éradiquée, nous on faisait oui, beaucoup. Je crois que c'est des directives annuelles par région. Alors, à vérifier, hein, je dis peut-être une bêtise, mais Voilà, tandis que nous, on était envoyés au hasard des vétérinaires qui acceptaient. Et évidemment, quand on leur disait, je disais, je suis une fille, enfin, j'écrivais, mon nom, Marie-Claude, il n'y avait pas de doute. Et beaucoup ont hésité. Finalement, je me suis retrouvée à Montmirail, je m'en souviens encore, chez un vétérinaire rural qui m'a considéré, qui m'a dit, bon, t'es costaud. À Montmirail, lequel Montmirail? Dans la Sarthe ou dans la Marne. En Campagne? Ah bah, c'est juste à côté de chez moi. Ah bah voilà, c'est là où j'ai fait mes premières œuvres en rural. Et je me suis évidemment rendu compte que je ne connaissais rien. Pourtant, j'étais toujours dans la campagne, moi, avec ma mère et tout. Mais dans mes bois, dans mes rêves, dans tout ça, là, je me suis retrouvé face à des bovins en stabulation libre, amené à les piquer dans les couloirs quand ils passaient et tout. J'étais couverte de merde. Enfin, tu as dû connaître, on a tous connu ça. On a tous connu. Et je me suis dit, mais c'est assez terrifiant ce travail. Bon. Alors, bonjour Marie-Claude, retour aux réalités, cessons le rêve. Je me suis dit, je suis pas bien sûr que tu fasses ça. Autre problème, on a fait énormément de césariennes, ça j'ai adoré avec le veto, la nuit, etc. ça. Mais après chaque fois, à cette époque, la vache buvait 1 litre de vin rouge et nous, on buvait un bon canon. Bon, petit à petit quand même, je me suis habitué et le veto m'a dit, bon, écoute, tu m'as l'air à peu près capable, tu vas me faire quelques visites. Et il m'a dit, évite de boire. Alors j'arrive déjà, il avait prévenu parce que tout le monde lui disait, qu'est-ce que c'est que ce garçon efféminé que vous nous envoyez? Il disait, ah mais non, il y a des filles qui font ça, c'est pas possible. Bon, donc. Mais moi j'ai eu ce genre de réflexion, moi je suis sortie en 2011 et en faisant de la pique, j'ai eu ce genre de réflexion. Encore? Bien sûr, beaucoup plus rare. Parmi tous les éleveurs que j'ai vus, ça a été beaucoup plus rare, beaucoup plus méfiant, peut-être on me dit moins durement, mais je l'ai vécu aussi. C'est drôle, alors que ça perdure encore, parce que c'est en train, ça change, mais c'est long pour que les choses changent. C'est vrai que, bon, en plus, beaucoup de filles doivent faire moins rural que maintenant, je ne sais pas. Nous, on a eu des filles de notre promo qu'on fait rural. Oui, il y a des filles en rural, bien sûr. Bon? Oui, il y en a beaucoup. Genre, il y en a dans ce podcast qui ont été interviewées et qui sont des filles de rural, oui. Ah ben voilà, alors ça, je suis contente de savoir qu'on s'en étonne encore. Alors donc voilà, sur ces entrefaites, j'ai décidé, je me suis dit, t'es pas forcément faite par ce métier, mais il faut, de toute façon, déjà que tu commences, ce qui était complètement ridicule, bien entendu, par apprendre à boire. Donc, contrairement à ce qu'il t'a dit, puisque tout le monde le sait, tu prends un tout petit peu, mais tu prends.
Bon, donc, parce qu'il dit, alors, au début, le premier, j'avais dit, j'aimerais mieux un café. Devant son œil soupçonneux, j'ai revu ma mère qui m'engueulait. J'ai dit, non, c'est vrai qu'un canon, un petit canon, ça ira. Un café Calva, éventuellement. Sauf que 5e petit canon, la mère Bomsel, dans la boîte, bon, heureusement qu'il n'y avait pas à ce moment-là le côté et tout, je suis parti direct dans le fossé, parce que je roulais pas vite, et bon, le veto est venu, m'a dit, écoute, maintenant, ça suffit, je vais les prévenir, qui te donne des cafés, parce qu'ils tiennent absolument à te recevoir, mais tu arrêtes de boire. Oh, c'est le deuxième bizutage, alors. Oui, je lui dis, mais je suis pas quelqu'un qui boit, mais si je buvais jamais, tu vas continuer, tu vas prendre que des cafés. Moralité, j'arrivais ultra speed, en disant, pourquoi est-ce que c'est ça? Et après ces essais, j'ai été plusieurs fois chez lui, je me suis dit, t'es pas vraiment faite pour la rurale, t'es quand même une citadine. Parce qu'en plus, je m'arrêtais, brusquement, parce que j'avais vu des oiseaux. Bon, alors, j'ai toujours eu une mauvaise audition. J'entendais pas bien. Je quittais la voiture, j'allais courir partout pour voir si c'était bien une mésange, ou si c'était un merle, etc., etc. Bon, je me suis dit, vraiment, c'est le lièvre et la tortue. Je suis plutôt du genre lièvre là-dedans. Je vais pas y arriver. Je vais faire de la canine. À ce moment-là, c'était de 3e année, on est arrivé à 68. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si t'es sorti en 69, t'as connu mai 68. Juste avant, et il y a eu cette explosion de 68. Que soyons honnêtes, nous, les alforiens, enfin les vétérinaires, et je pense dans toutes les écoles, nous n'avons pas tellement suivi au départ, car on était éloignés des facs. On était entre nous toujours, ouais. Comme c'est toujours à Alfort, et j'ai pas bien compris ce qui se passait. Donc, j'ai lu des trucs et je suis parti voir à la Sorbonne. Et là, je suis resté émerveillé, complètement émerveillé. Les barricades, les pavés. Voilà, c'était une fête perpétuelle. On discutait de politique, Mao, tout ça. Je connaissais pas trop bien. Bon, moi, évidemment, j'avais ce passé de gauche de ma grand-tante. J'ai pu briller un peu dans l'aspect anarcho auquel je ne croyais pas tellement non plus, soyons honnêtes, j'étais pas tellement politisé, mais j'ai ramené la bonne parole à Alfort avec certains qui avaient commencé à se regrouper, plus précisément des communistes, mais purs et durs, qui étaient réellement du PC. Et nous sommes restés un tout petit groupe extrêmement... Nous avons fermé les portes d'Alfort et nous avons pris possession d'Alfort parce qu'en face, je ne sais pas si elle existe toujours, il y avait une caserne de flics ou de brigadiers. Enfin, il y avait une caserne de flics, ça je me souviens, puisque nous montions en haut de la cité pour hurler ces pauvres policiers. On leur hurlait des slogans qu'on apportait directement de la Sorbonne. On était une trentaine. Là, tout le monde était reparti chez soi, car à cette époque, tout le monde était des ruraux. Tous ceux qui intégraient Alfort, c'était pour de la rurale, c'était des fils de paysans majoritairement. Donc, évidemment, ils nous regardaient comme des écervelés, ils passaient vaguement, les cours ont été arrêtés à cause de nous qui bloquions les amphis avec toutes nos pancartes et à stop à tout le féminisme, enfin, etc., etc. Oui, parce qu'il y a eu un mouvement aussi sur l'émancipation des femmes, ça a permis aussi aux femmes de rentrer plus dans les études supérieures, etc. Mais voilà, mais je ne m'en suis aperçu qu'après, parce que moi, dans le fond, je ne me sentais pas brimé. Dieu sait que j'ai des reproches, comme tout le monde, à faire à ses parents, mais le fait qu'on m'a toujours dit, fais-le, quoi qu'il arrive, c'est tout, tu dois le faire, t'as ta liberté propre et tout. Je ne m'étais pas senti tellement brimé. Je m'étais senti brimé quand je m'étais rendu compte qu'on faisait de la couture, des conneries dans les trucs. Mais je me disais, bon voilà, les garçons, ils font de la mécanique. Je suis pas très doué en mécanique non plus, après tout, c'est une préparation à la vie. Je ne me rendais pas tellement compte. Mais là, brusquement, effectivement, je me suis rendu... Alors, on pourrait parler, j'irai assez vite là-dessus, sur la libération sexuelle aussi. Oui. Mais chez moi, c'était très libre de donc, il n'y avait pas besoin de faire ce travail. J'avais pas d'idée qu'on pouvait pas être libéré sexuellement, puisque j'avais été élevé dans un monde naturiste. Mes parents, bon, je vais pas dire du tout, mais enfin, il y avait une grande société, dirais-je. Bon, mes parents étaient parents, hein, mais il y avait pas de problème pour moi, dirons-nous, puisque j'avais été confronté à aucun refus de sexualité. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, beaucoup de filles étaient coincées. Et alors, je parlais avec elles, je me mettais complètement coincée. Et alors, elles me regardaient comme elles ont vu, mais elles me disaient,
Et toi, je comprends pas. Ben, je dis, moi, je comprends pas. D'ailleurs, ma mère m'avait même envoyé en Italie avec un bel Italien pour commencer, parce il était complètement fou de moi, il était plus vieux que moi. Et elle m'a dit, va en Italie avec Francesco. J'avais oublié ce truc-là. Pendant 15 jours, tu nous reviendras beaucoup mieux. Voilà. Je suis revenu beaucoup mieux. Dans le fond. Donc, je ne m'étais pas rendu compte. Oui, mais c'était, une famille un peu décalée pour l'époque, en fait. J'étais décalée pour l'époque, et surtout là, je me suis rendu compte en discutant avec beaucoup de filles, d'effectivement, de la souffrance qu'il y avait les jeunes femmes à cette époque-là, et de la façon dont on les maltraitait et dont on les dirigeait. Donc, ça a permis d'ouvrir tout ça. Le droit à l'avortement, toutes ces choses. Du coup, je suis partie. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir ce souci, mais je suis partie faire toutes les manifs pour l'avortement. Quand on pense que maintenant ça peut reculer, etc., on a ouvert complètement la voie. J'ai toujours suivi tout ça. Donc ça, toutes les manifs de mai 68, j'y étais avec mes pancartes. J'ai eu un moment de doute. D'abord, quand un des étudiants très communistes, mais très, très politisés m'a dit, toi, on t'enverra directement au goulag si on prend le pouvoir. Je me suis dit, c'est pas forcément ce que j'avais. J'ai commencé à me dire, je suis peut-être pas dans le bon mouvement. Bon, parce qu'il y a eu aussi une emprise classique de comment dirais-je, de partis plus constitués qui voulaient faire de la propagande. J'étais pas tellement facile à faire de la propagande, mais enfin c'était comme ça. J'ai décidé à ce moment-là que finalement c'était pas forcément une telle explosion de joie pour tout le monde, c'était plus compliqué. Ça m'a permis de m'intéresser à la politique, car nous étions totalement apolitiques à cette époque. Du coup, j'ai beaucoup travaillé la politique, car si on voit nos études, on est très éloigné du monde politique. Ça me servira plus tard, parce que je rencontrerai un ministre socialiste qui deviendra mon beau-père et tout, je saurai au moins un petit peu ce qu'il en est. Et puis j'ai commencé à discuter avec ma mère, avec beaucoup de gens. Ça m'a ouvert plutôt l'esprit là-dessus. Le féminisme, bien sûr, ça l'a conduit. Donc voilà, on a terminé ça dans une vaste pagaille. Finalement, petit à petit, les cours ont repris en douce. On nous a donné plus ou moins les cours. Bon, il y avait de toute façon déjà une grande partie de l'époque qui était finie. On a désoccupé l'école, que de toute façon nous occupions que très peu. Il y a eu qu'un moment, oui, qui était aussi un autre souci, c'est qu'un de nos camarades très excessif et un peu psychopathe, à mon avis, enfin plutôt psychopathe, je ne sais pas, mais avait commencé à enfourner des armes pour l'insurrection. Ah oui, quand même. Parce que ce sont des chasseurs, c'était des chasseurs à cette époque. Oui. J'ai dit, là, ça va vraiment trop loin. Donc on me lui avait dit, Marie-Claude va le voir, il t'aime bien, etc. Faut le calmer, là. C'est pas raisonnable, nous n'allons pas aller jusque-là, je crois pas qu'il soit utile de prendre les armes. Bon, il les a ramenés à la campagne. Il était temps que ça s'arrête parce qu'il y avait des exaltations de tous côtés. Bien sûr. Bon, les excès classiques d'un mouvement comme celui-ci. Et puis, nous sommes repartis en 69 comme si de rien n'était. On a fini, tranquille. Donc, tu as été diplômé en 69, voilà, j'ai été diplômé. J'ai fait une thèse sur les herpès virus parce que je trouvais le prof de bactériologie très beau, alors que je ne connaissais rien à un virus. Bon, ça m'a c'est une forme de motivation. Pourquoi pas, ma foi, j'ai eu énormément de mal à le faire. Et surtout, tout en faisant ma thèse, entre-temps, j'avais rencontré un Lyonnais qui sera comme on définirait, mon futur ex-mari. Il passa donc par la Sainte-Marie avant d'être ex, qui était lyonnais, qui faisait ce qu'on appelle l'exo. Je sais pas si ça existe encore. Ça me dit rien. Il y avait une école des pays exotiques, un institut des pays exotiques à l'intérieur d'Alfort pour ceux qui voulaient partir dans les pays lointains. Évidemment, ça m'a totalement émerveillé. Je me suis dit, c'est l'homme de ma vie, c'est lui qu'il me faut, je vais partir loin avec lui, sauvé, puisque visiblement la rurale ne me convient pas. J'ai fait un crochet par la canine quand même. D'accord. En 69, en me disant, essaye la canine. Je suis parti dans un cabinet à Versailles, retour aux sources. Charmant. Les vétérinaires, je le reconnais, m'ont toujours très bien accueilli. Mais il m'a tout de suite laissé seul. Il m'a dit, t'es 4e année, pour les consultes, tu peux faire. À cette époque, c'était une autre époque, ouais. Alors, les vaccinations, si ça t'embête, tu traînes.
je prends 2 jours, tu t'arranges. Si t'as un gros problème, t'appelles un de mes confrères, il m'avait donné un numéro, pour le reste, tu te débrouilles. Et mon premier client, toute ma vie, je m'en souviendrai, c'était un loulou blanc. Déjà, je déteste ces chiens. Et les loulous blancs. Puis peigné, la dame était manicurée, tout le monde avait l'air tout à fait beau et tout. J'ai toujours fripé comme toujours, moi avec mes cheveux, j'allais me conseiller, vous êtes vraiment vétérinaire? Je dis oui, je suis vétérinaire. Enfin, je ne prends pas ce ton. Oui, madame, je suis vétérinaire. Et elle me dit, je suis venue pour faire couper les ongles de mon chéri. Et elle papillote des yeux, et je vois effectivement les ongles de son chéri, qui pratiquement pouvaient plus marcher. Bon, je me dis, ça doit pas être trop compliqué, ça, je vais y arriver. Je prends la coupe-ongle, je démarre, et oh, horreur, je coupe un peu trop ras. C'était mon premier, peu de sang, un peu de sang sur le loulou blanc. T'imagines? Panique de la bonne femme. Jamais c'est arrivé. Vous n'êtes pas un vétérinaire sérieux. Il va mourir. J'ai dit, mais non, madame, il va pas mourir. C'est certain, je n'ai jamais vu ça. Le chien affolé, du coup, commence à s'agiter. Se fout du sang partout. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis pas fait pour ça non plus. Alors bon, j'ai fait le pansement, j'ai excusé, nanana. Bon, après, heureusement, j'ai eu 2 vaccinations. Ça s'est pas mal passé. Derrière, j'annonce à une dame que sa chatte était pleine. Elle me dit, mais mademoiselle, c'est impossible. Ma chatte ne traîne pas. Ben, je dis, elle a traîné quelque part parce que, mais enfin, mademoiselle, mais vous n'y pensez pas. Bon, je me suis dit, mais elle commence à me gonfler. La suivante m'explique que son chien adorait le gâteau au chocolat et je ne sais plus quelle autre chose. Je dis, vous savez, le chien, c'est un carnivore. Bon, certes, plus omnivore que le chat, mais etc., etc. Elle me dit, mais il aime tellement ça. Je dis, bah, un tout petit... Ah non, docteur, vous n'avez pas commencé à le priver. Déjà, le docteur m'a dit, puis j'ai dit, vous savez, le chocolat, c'est nocif. Non. J'ai dit, écoutez, faut lui donner ça, je vous dis. Ah, mais je ne suivrai pas vos instructions. Alors, je me dis, bon, tu vas quand même pas lui répondre, pourquoi t'es venu? Alors... Je lui dis, ce serait mieux quand même. Oh, vous avez l'air si mignonne, je vais quand même prendre votre ordonnance. Mais je ne le ferai pas. Là-dessus, j'ai fait mes 2 jours et je me suis dit, non, la canine n'est pas faite pour moi non plus. C'était un tout petit crochet. Donc, j'ai décidé de partir dans les pays exotiques. J'ai trouvé, bon, soyons honnêtes, je suis quand même resté marié assez longtemps, j'ai eu 2 enfants avec lui, un homme dans ma vie qui pouvait m'emmener, et à la fin de 69, nous avons décidé de partir en Inde. D'abord, pour connaître le monde. Nous sommes partis près de 4 mois en Inde. À cette époque, il y avait un contrôle d'échange. Et dans la partie bourgeoise de ma famille, du côté de mon père, j'avais un oncle avocat aux Champs-Élysées qui n'avait pas trouvé mieux que de m'expédier de l'argent dans une banque indienne, un peu dans le quartier huppé de Calcutta, où on avait débarqué, pour aller sortir cet argent qui n'est jamais arrivé. D'ailleurs, on n'a jamais trouvé la banque. Et donc, on est resté avec le peu d'argent qu'on avait caché pendant les 4 mois et on a vécu, c'était la période hippie, hein, les fleurs, etc., etc. On a misérablement vécu 4 mois, mais à la fois misérablement, mais merveilleusement, parce qu'on a suivi les hippies, mais les vrais hippies. On en a vu les avantages. C'est-à-dire qu'on a fait tout le tour de l'Inde, on s'est baigné sur des plages désertes à cette époque, on a vu tous les temples, ils connaissaient tous les endroits, on voyait vraiment des nuées d'oiseaux, c'était absolument sublime. On mangeait, on avait assez pour faire la popote avec eux et tout. Alors, ils ont tenté de me convaincre. Alors, là, c'était le 2e truc au H, c'était la grande époque. Bien sûr. Bon, j'ai pris un truc... D'abord, j'ai pas pu aller la fumer. Ça m'a fait mal à la tête. Je me suis dit, je suis pas faite pour ça non plus. Décidément, je suis pas faite pour grand chose. T'avais pas encore trouvé ta voie. J'ai mis du temps à la trouver. Bon, finalement, on s'est rendu compte en plus, comme partout, que dans ce milieu hippie où tout le monde était beau, gentil, on s'aimait tous, on vivait quand même très à part de la population qui vivait dans une misère crasse parce qu'après, on commençait à avoir moins d'argent. Ils ont été moins gentils. On a découvert que certains hippies qui avaient, eux, vraiment plus d'argent, avaient des plaies, des gangrènes, des choses comme ça, n'étaient pas soignés. Et on s'est rendu compte de la grande misère de la population. Donc, on a fini notre tour. J'avais perdu 15 kilos.
Oh, parce qu'on était dans vraiment dans des hôtels minables, des trucs et tout. Mais j'en garde quand même un souvenir émerveillé parce qu'on était au cœur de la population avec les vaches sacrées à cette époque-là, avec tous les animaux, les charmeurs de serpents. Et c'est drôle parce que l'Inde est devenue un très grand pays. Et ils me disaient tous, vous savez, vous, l'Occident, nous allons vous envahir parce que vous ne travaillez pas assez. Alors, j'estimais être travailleuse. Je leur disais, mais ça sert à rien. Vous savez pas vous servir de vos mains. Vous ne sentez pas vraiment l'odeur des choses, la façon dont on doit les valoriser. Vous vivez trop vite. Il me disait ça déjà. Et nous, quand on aura une solution pour aller plus vite que vous, il nous restera notre âme, notre pensée, et on vous dépassera. Bon, ils n'en sont pas là, mais il y avait déjà ça. Et ça m'est resté. Ouais, parce que mon mari, futur ex-mari, André, appelons-le, c'était son prénom, qui était féru, il connaissait absolument tout sur l'art indien, donc il m'expliquait tout. Ça me rentrait d'une oreille, ça me sortait de l'autre, parce que j'avais déjà tellement de choses dans ma pauvre tête, et j'ai toujours pris comme principe, tu vois trop de choses en même temps, tu mets ça tout au fond de ta mémoire, ça ressortira un jour si t'en as besoin, et sinon c'est que ça sort par l'autre oreille. J'en ai gardé quand même quelques souvenirs, mais c'était merveilleux. Et il m'a expliqué toute cette philosophie. Ça nous a permis d'être invités par des maharajas très riches qui n'avaient en tête que de me séduire, non pas pour ce que vous pensez, mais pour que je les embrasse sur les lèvres. Il disait à mon mari, à André, est-ce qu'il pourrait... Alors, évidemment, il y avait un moment de passage à vide, parce que dans les films indiens, à cette époque, on n'embrassait pas sur les lèvres. Nous y allons dans les films indiens les voir. On était assis par terre, c'était en plein air avec tous les Indiens. C'était en hindi, on comprenait rien, mais l'intrigue était telle qu'on pouvait la comprendre. Hein. C'était des gens assez soufflés, qui chantaient c'était Bollywood, mais fait totalement en indien. Et alors toute la salle poussait, il se rapprochait, la salle hurlait. On se disait, il va se passer quoi? Rien. Il se passait rien. Ils s'approchaient tous les deux et ils recommençaient à danser. Mais ils s'embrassaient jamais. Voilà. Bon, je sais souvenir de là, ça m'est resté parce qu'évidemment, nous avons fusé et du coup, il nous a pas chassés, mais on nous a moins gardé que nous aurions souhaité. Bon, après tout, parce que ça nous reposait. Ceci étant, c'était encore l'époque où il y avait des maharajas, les gens rentraient accroupis devant lui et repartaient accroupis, sans lui tourner le dos et tout. Pire que la reine d'Angleterre, on sentait que l'Angleterre avait eu son poids là-dessus. Bon, donc on a fini, parce que sinon on n'en finira pas. On a fini par revenir en France. Et mon mari m'a dit, il faut que je fasse le service militaire. J'étais marié entre-temps. Et nous allons partir en Centrafrique. Donc, entre-temps, vois un peu ce que tu peux faire. J'ai fait un stage aux eaux de Vincennes à ce moment-là, qui était pas mon truc, hein, les eaux, personne n'aime les eaux, hein. Mais bon, je me suis dit, je vais m'accoutumer à tout, donc j'ai fait un petit stage, et ensuite nous sommes partis en République centrafricaine, où il était coopérant militaire, et où je devais être, moi, coopérante civile. Sauf que c'était l'époque, alors ça ne va rien vous dire, de Bokassa. Oui. Ah, si vous êtes très cultivé, hein. C'était la grande époque de Bokassa, et c'était la fin de l'époque coloniale, car c'est vrai que moi j'ai vu la France-Afrique de près, où vraiment les Français étaient à part, étaient des colons complets. Nous, quand on est arrivé, on nous a dit, il te faut un boy, il doit avoir tel salaire de misère. On avait des grandes maisons, on faisait des grands dégagements, on appelait ça, où on buvait comme des trous, où on amenait, j'ai vu assez vite des filles pas très grandes, colons, etc. Moi, ça m'a vite mis en colère. Bon, en accord avec mon mari, en plus, tout le monde se riait. D'abord, il était assez jaloux. Il a fichu un verre d'eau à la tête d'un des mecs. Ça n'a pas arrangé nos affaires parce qu'il me baratinait trop. On s'est mis un peu en retrait et on s'est baladé dans la brousse. Ou alors là, ça a été la désillusion de ma vie parce que moi, toujours idéalisant tout, je voyais tout le monde venir me saluer. Coucou Marie-Claude, comment vas-tu? Les sages et tout. Or, on marchait 5-6 heures dans la brousse. Pour voir pas grand-chose. On voyait rien. J'ai vu quand même un fourmilier, parce qu'il passait,
Noriterope, parce qu'il passait très tard, c'est assez rare, hein, tardivement. Et j'ai surtout vu les Bororo, qui étaient un peuple nomade. Et nous avons beaucoup travaillé avec eux, on n'avait aucun moyen. On leur donnait un peu d'insecticides et tout, on allait sur les marchés avec eux, on essayait au mieux de traiter leurs vaches Vatusi, que j'aurai plus tard à la ménagerie, qui étaient des bœufs à grandes cornes comme ça. On a resté comme ça 4 mois. Bon, ça nous plaisait beaucoup, par contre, parce que on était certes isolés, mais on avait 1 ou 2 copains et on était tout le temps en brousse. Même si j'ai compris que je ne voyais pas, c'était quand même une atmosphère. Et oui, alors, puis vous aviez un contact avec les populations locales. Voilà, c'était très agréable. On était très bien accueillis dans les campements Bororo, qui étaient eux des nomades, qui étaient en plus assez en forme et tout. Mon mari avait même commencé à apprendre un peu de langage. Vraiment, on se plaisait. J'aimais moins mon retour parce que notre chien lui-même était raciste. Donc on ne pouvait pas ramener, oui, parce que c'était dressé. On ne pouvait pas inviter quiconque sans qu'il se grogne. J'étais obligé de l'enfermer. C'était impressionnant la façon dont il réagissait. Donc, on a vécu un moment de bonheur jusqu'à ce que Bokassa décide un jour qu'il n'avait plus besoin des Blancs. Ouais. Il a expliqué que le café noir, c'était pas pour les Blancs. Je vous passe un discours absolument abasourdissant. Et brusquement, on a rapatrié tous les coopérants, sauf moi, qui n'étais pas officiellement coopérante, puisqu'on était là depuis 4 ou 5 mois. Et je n'avais donc pas de contrat. Donc le consulat de France n'est jamais venu. Nous n'étions pas à Bangui, on était à Boire. D'accord. Et personne ne se souciait de mon retour. Donc ma mère a commencé à... Mais ton mari était rentré, lui. Non, il n'est pas rentré, du coup, quand même. Mais je ne m'a pas fait cet affront. Mais il râlait comme tout. Et surtout qu'il avait commencé à avoir un problème aux doigts, sur lequel on reviendra rapidement. Et il fallait qu'on rentre. Et parce qu'il avait fait de la rurale avant, et une vache l'avait mordu. Et son doigt était pas terrible. On disait, de toute façon, il faudrait rentrer en France pour voir ça. Bon, je fais court, hein. Mais finalement, on a fini par me faire rentrer, mais j'ai été étonnée de voir que même dans ce pays quelque part, on colonisait. Par contre, quand il y avait un souci comme ça, je me plaindrais plus tard l'administration. L'administration était une fois de plus absente. Bon, j'ai fini par rentrer avec lui. Et nos voyages on devait repartir sur la Tanzanie. Et entre-temps, suite à cette histoire de pouce, on s'est aperçu que la vache était une vache tuberculeuse. D'accord. À cette époque, je ne sais pas comment on fait maintenant, il avait tiré la langue de la vache, introduit la main et la vache l'avait mordu et introduit directement la tuberculose dans l'os. Donc il a fallu l'opérer d'urgence, très bien, à l'hôpital militaire, et il a été réformé. Donc nous nous sommes retrouvés de nouveau en France, sans autre projet, du tout, sans aucun projet. Donc moi, je suis normalement retourné à Vincennes. Tu as quel âge à ce moment-là? J'ai 25 ans, quelque chose comme ça. Oui, non, plus. Toute jeune. Tu vois, t'es toute jeune, ouais. Je suis jeune encore. Ah oui, j'ai fait peu. J'ai été en Inde, etc. D'ailleurs, avant de retravailler, on va aller en Indonésie encore 1 mois, se balader. Avant de décider de retravailler, on a fait le tour de Bali, de Sumatra, magnifique. Parce que c'était une époque où il n'y avait pas de tourisme. Ouais, on faisait tout dans des bus locaux. À Bali, on a été très bien accueillis. Le souvenir, par contre, que j'ai de Bali dans ces bus locaux, c'est que on tourne beaucoup. Sumatra, on tourne beaucoup. Et il y a des petites montagnes et tout. Et alors, on vous passe un seau de vomi et on le jette. Les fenêtres sont évidemment ouvertes, il fait très chaud. Et on le jette à la Donc même si vous êtes à peu près bien, évidemment, vous êtes si vous avez le malheur d'être à la fenêtre derrière, oui, c'est pas très sympa. Et à mon étonnement, vous êtes des haltes et tout le monde remangeait. C'est un des grands souvenirs que j'ai. Et on repartait avec le seau à vomi. Voilà, c'est des souvenirs un peu fous, mais ça c'est le côté. Mais le reste, c'est indescriptible pour moi. Les paysages. Moi qui avais vu tellement de musées, de représentations et tout, c'est là que j'ai découvert que on ne peut pas imiter la nature, surtout telle qu'elle était.
Oui, Moi, bien je sûr. reste toujours émerveillée. C'est des flashs que je mettais compte tenu que j'avais fait tout le Louvre, tout ça, comment dirais-je, en parallèle avec les tableaux que j'avais vus, et je me disais, bon, c'est le surréaliste qui avait dit ceci n'est pas une pipe, quand en faisant une pipe, je me disais, c'est vrai, ceci n'est pas la nature, on peut pas la représenter. Puis il y a les bruits, même si j'entends pas très bien, les couleurs, tout ça, voilà, la chaleur environnante. Donc voilà, je suis retourné dans notre Paris plus pollué, fin de l'épisode. Je suis donc en 72, oui, j'ai 26 ans, je crois que c'est ça. Je suis rentré à la ménagerie à ce moment-là. Et comment ça se passe? Je suis rentré comme ça. À cette époque, il y avait un problème majeur, c'est que nous devenions fonctionnaires, assistants, on gagnait extrêmement peu. Or, le métier de vétérinaire, à mon époque, était extrêmement lucratif. On gagnait 5 fois plus en clientèle. Donc c'était un choix. Et le directeur du zoo était totalement désespéré de n'avoir que des filles. Parce que c'était les filles qui venaient. Oui, parce qu'on pas étonnant, hein. Voilà, classique. Voilà, nous, on accepte classique. cela. Bien sûr. Et je me suis retrouvé avec 2 filles. D'abord à Vincennes, Marine von Leclerc, on peut la citer, qui je suis resté lié, et Françoise Perrin. Et moi, j'ai d'abord été mis à Vincennes en 3e, mais très vite, il y a eu des problèmes à la ménagerie. On m'a renvoyé à la ménagerie, que j'ai instantanément adoré. Parce que ça ressemble, je ne sais pas si tu connais la ménagerie d'Arnevan, c'est vétuste, c'est là, ça on pourra en parler, mais ça ressemble au Petit Trianon. Or, tout mon côté versaillais est revenu. Marie-Antoinette avait retrouvé son hameau. Donc me voilà me promenant dans mes allées, émerveillé, bon, un peu vétuste. Mes grilles étaient rouillées, mais à cette époque, le hameau n'était guère mieux, hein. Donc je me suis dit, c'est un retour aux sources. J'étais donc enchantée, je suis donc arrivée à la ménagerie où je me suis trouvée pratiquement toute seule. Il y avait à ce moment-là juste un vieux vétérinaire qui faisait fonction de directeur, on était très peu, et il m'a dit, bon, tu te mets en clinique. Il n'y avait pas de femmes, pratiquement. Il y avait que des mecs en soigneurs, et je me suis retrouvée avec des ruraux, car c'était pareil, des ruraux qui venaient à Paris, et qui venaient tous de la même famille, et qui ont commencé à me faire exactement, j'ai retrouvé ma rurale, l'orge, le sec que je savais pas reconnaître, enfin tous les trucs qui me manquaient dans la ruralité, parce que moi, la ruralité pour moi c'était les bois et les pépinières et Blanche-Neige, là, c'était pas la culture. Bon, grâce à eux, j'ai beaucoup appris, hein, ils m'ont appris, ils sont beaucoup moqués, j'ai eu de la chance parce que un tigre a une pancréatite que je ne sais pas comment. Tout à fait, bon, un miracle. Si je crois en Dieu, il doit exister là parce que j'ai dit c'est une pancréatite. C'était une pancréatite, j'ai pu le sortir. J'ai eu 2-3 succès, c'est la chance, hein, quand on a 2-3 succès au départ. Ça leur a inspiré confiance, en fait. Voilà, j'ai pu soigner des animaux emblématiques comme les tigres et tout. Et est arrivée Nénette, la fameuse Nénette. En 72. Cette époque était assez triste pour les animaux sauvages puisqu'on les récupérait en nature. Ouais. Et on les emmenait brusquement en zoo. Et probablement on avait tué les parents pour les avoir. Je la revois encore, elle est arrivée de la nature, donc dans une cage, enfin elle avait transité à travers différents exploits, dans une cage toute petite. Et quand j'ai ouvert la cage, j'étais la seule femme. Elle s'est précipitée dans mes bras, parce que les mères orang-outans gardent leurs petits 8 ans. Donc elle m'a vue, elle s'est jetée dans mes bras. Elle était paniquée complètement. Après, Toto, son mari, parce qu'elle a eu aussi plein de maris, Toto, son mari, s'est accroché à ma jambe et j'ai pu les rentrer comme ça dans les cages facilement parce que c'était l'élément féminin qui les distingue très bien. Et puis, évidemment, une passion m'a pris pour elle, donc j'ai commencé mes tournées avec elle sur le dos. Donc, à cette époque, on n'avait rien. On avait des carnets, on notait tout à la main. J'avais un technicien formidable où on faisait les entrées et sorties en fonction de... Je disais, mais combien on a de bouquetins? Attendez. Je ne sais pas. J'en ai trop. Il y en a 4 sur le parc. J'en ai 6 de vivants. On va en zigouiller 2 sur la fiche. Et j'ai beaucoup souri après parce qu'on a informatisé toutes ces fiches. Et je pensais à lui qui
gérais les fiches papier, c'était des vieux tiroirs. Bon, c'était une époque où alors, ils me disaient, non, celle-là a l'air vieille, on va mettre les vieilles quand même cette fois-ci. Alors, je sais même, on va de temps en temps tuer une jeune, bon, sur ses fiches, hein. Oui, bien sûr. Voilà, c'était notre façon de gérer les choses. Et puis j'ai appris sur le tas. Alors c'était très difficile. J'appelais mes collègues à Vincennes, qui étaient un peu plus vieilles, et puis mes collègues étrangers. Oui, parce qu'il y avait rien dans les livres. J'avais rien. Non, Il y avait pratiquement rien à cette époque. Déjà, imagine les chats, chiens, on avait peu de données, et alors en animaux exotiques encore moins. Donc moi je me disais bon un tigre c'est un gros chat, un chien, mais on n'avait pas d'anesthésie, on connaissait pas l'anesthésie. Le premier tigre que j'ai opéré, on l'a fait rentrer dans ce qu'on appelle un sabot de capture. Ouais. Et c'était une grille qu'il fallait tirer pour écraser ce pauvre tigre et faire les piqûres. Un peu comme les cages à chats, en fait, mais pour un tigre. Voilà, c'est plus rapide. Mais voilà. Mais moi, comme j'ai fait peu finalement de ça, moi, c'était dans des énormes trucs. Alors, il passait des couloirs et tout. Donc, ça a été un de mes premiers boulots, d'apprendre à trouver des anesthésiques. On en a essayé, on a fait énormément de publications, et donc, je téléphonais à mes collègues étrangers. Évidemment, ils ne parlaient pas français. Je n'avais pas appris l'anglais parce que ma mère, alors, il y avait des choses, c'était définitif. J'avais pas le droit de faire de tennis parce que c'était snob, pas de danse parce que c'était snob. On n'appelait pas l'anglais parce que c'était snob, etc., etc. Donc, j'avais appris l'allemand. Heureusement d'ailleurs à cette époque on travaillait beaucoup avec les Allemands, les Anglais ont toujours été à part, ils travaillaient avec les États-Unis déjà à cette époque. Mais enfin c'était pas assez fluide pour que je comprenne. Donc j'ai préparé ma petite phrase en allemand et il me répondait à toute vitesse et je disais natürlich et je disais le gars, mes soigneurs me disaient alors j'ai compris le nom du produit et à peu près la dose. Pour le reste, je peux pas vous dire. On va voir. Voilà. Donc, essai-erreur. Oui. On n'en a pas trop fait parce qu'on se téléphonait de quelques-uns qu'on était de veto en zoo. Il y en avait qui parlaient anglais, on s'est débrouillé et on a créé vraiment l'anesthésie des animaux sauvages. On a fait faire donc beaucoup t'as de publié, t'as fait de la recherche. J'ai fait énormément de recherches en publication. Il y avait rien. J'ai dirigé des thèses, ça c'est dans la fonction universitaire, mais ça viendra plus tard. Là, je suis veto, le truc, mais de terrain, automatiquement. là, pour Mais là, on a publié effectivement. Berthier est venu avec moi, il a publié beaucoup de choses, il a fait des thèses là-dessus. Il était beaucoup plus méthodique, il est toujours beaucoup plus méthodique que moi. Par contre, j'avais le côté on y va, alors que lui, réflexion, pensée. Nous étions on se complète extrêmement bien et on a fait une excellente équipe. J'ai eu beaucoup de chance parce que de toute façon à cette époque c'était des vraies équipes. Les soigneurs-chefs, j'en avais 2, on s'entendait bien, etc. Et en plus j'ai eu des enfants et la femme du soigneur-chef a élevé mes enfants à la ménagerie en nourrice. Et comme à cette époque on élevait encore erreur qu'il ne faut plus faire, les bébés à la main, les bébés tigres, bébés ours, etc., etc. Mes enfants ont vécu avec des tigres, des pumas. Et il y avait une cocotte, une célèbre cocotte qu'elle avait élevée pour elle, Gisèle Marjary, faut la citer aussi parce que c'était la nounou de la ménagerie à cette époque, qu'elle avait toujours sur l'épaule, qui était une teigne épouvantable, qui nous piquait les uns les autres, qui hurlait quand on faisait une piqûre et tout, mais c'était une joyeuse ménagerie là-dedans. Et puis mes 2 enfants, je les ai allaités longtemps, j'allais les allaiter à la singerie. On opérait le tigre sur la table de la cuisine quand c'était des bébés. On s'arrangeait comme ça. Et j'ai beaucoup appris parce que il fallait absolument. Puis j'ai commencé à faire tous les congrès qui ont commencé à cette époque sous l'égide d'Allemands de l'Est, parce que c'était encore fermé, le truc. Moi, je connaissais bien les pays de l'Est, parce que j'ai oublié cette partie-là avec mes parents. Mes parents, en plus, étaient extrêmement nomades. Donc, non seulement ils étaient spéciaux, mais tous les étés, nous partions soit en Finlande ou à... Tu voyageais beaucoup. Voilà, des voyages avec sac à dos, on montait les tentes au milieu des girolles, des trucs. Après, la fois d'après, on est parti jusqu'au fin fond de la Russie, là dans des cars, parce qu'on pouvait pas partir comme ça. On est passé par Kiev, qui était russe à cette époque, je me souviens.
On faisait des cathédrales, ma mère trouvait ça ennuyeux. Moi, je lisais tout. J'ai lu Fabre, j'ai lu tous les livres d'histoire naturelle dans les bus. Donc, je connaissais beaucoup de pays et j'étais passée par les pays de l'Est à cause d'elle. Elle aimait beaucoup me montrer ça parce que elle me disait, faut que tu comprennes ce que c'est. Ça avait quand même une notion politique de base, pas les partis et tout, mais de base. Il faut que tu comprennes ce que le monde de l'Est et de l'Ouest. Et donc, grâce à cela, j'ai travaillé beaucoup avec mes confrères de l'Est, qui étaient très fermés, bien entendu. C'était Berlin-Est qui dirigeait ça. On a été dans tous les pays, Pologne, Tchécoslovaquie, on a fait toute l'Europe, Est-Ouest. Ça m'a permis de voir dans quel état étaient les zoos à cette époque. Et je me suis rendu compte, et c'est un peu honteux pour la France, que nos zoos parisiens étatiques n'étaient pas étaient dans un état meilleur quand même, mais quand même comme était ce pays étatisé, qui avait des zoos étatisés. Je vais pas discuter ici public-privé, mais c'est vrai que depuis qu'on a des grands zoos privés, on a vu, moi j'ai bien connu Beauval, qui est formidable, avec qui je travaille encore. J'étais de la génération de Françoise Delors, elle est un peu plus vieille que moi, mais j'ai démarré avec elle. On allait dans des congrès ensemble, où elle parlait anglais. Merci Françoise. Et là, elle est décédée il y a 2 ans. Mais on se débrouillait. Là aussi, on était très peu de femmes. Et grâce à ça, oui, j'ai pu apprendre beaucoup. Mais j'ai vu ces pays de l'Est, ça nous apprenait. Et alors, ils avaient ce côté qu'on avait à la ménagerie, ils arrangeaient les choses. Ils mettaient des faux décors quand il y avait des choses et tout. Et j'ai oublié de dire que je démarrais en 72. Dans la même année, je suis partie en Chine. Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode que vous aurez, j'espère, pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Marie-Claude a une longue carrière très riche et a beaucoup de choses à transmettre, donc on a décidé de couper l'épisode, qui était long, en 2 parties. Je vous invite d'ailleurs à nous dire si c'est quelque chose qui vous gêne. La semaine prochaine, vous découvrirez la suite de son récit et son aventure en Chine. D'ici là, prenez soin de vous et de vos collègues. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.